Bienvenue à la 16e émission dans le cadre de la série Pistes de réflexion pour se prendre en main. En cette semaine, il est question de l'impact, c'est-à-dire des conséquences du marché du travail sur l'individu et, par ricochet, sur la famille. Dans cette rencontre, on va avoir 3 parties. Dans un premier temps, nous verrons l'importance et les facteurs qui vont nous permettre de nous trouver une occupation adaptée à notre personne. Puis, dans un deuxième volet, nous examinerons ensemble les différentes considérations et situations pratiques en ce qui concerne le marché du travail. Et enfin, il sera question de moyens que nous pouvons prendre pour ne pas nous laisser envahir, nous laisser écraser par notre occupation et en bout de ligne, par le marché du travail. Pour bien miser sur une occupation qui pourrait nous aller comme un gain, examinons ensemble les points suivants. En fait, nous allons faire un petit peu d'orientation au sens large. Alors, ayant travaillé 14 ans au niveau de l'information scolaire et professionnelle, je pense que je peux me permettre ce qui suit. Dans un premier temps, lorsqu'on pense à choisir une occupation, en passant, j'utiliserai tout au long de cette rencontre le mot « occupation » pour désigner métier, technique, professionnel de toutes sortes. Alors, le monde s'occupe à quelque chose qu'ils aiment. Alors, j'utiliserai le terme « occupation ». D'abord, je dois me connaître. Et dans me connaître, il y a 2 choses. Premièrement, ce que je suis, ma personnalité, mon caractère, mon tempérament, mes qualités, mes défauts, mes intérêts, mes valeurs. Ensuite, dans moi-même, j'ai autre chose. Ce que j'ai. J'ai des aptitudes, des habiletés, j'ai des besoins, j'ai des aspirations. Tout ça fait partie de la connaissance de soi. Alors, il faut faire un genre de compromis entre, d'une part, mes intérêts, parce qu'il est possible que j'aime des choses, par contre que je n'ai pas les habiletés ou les aptitudes pour y répondre. Et là, il y a un tiraillement, il y a un écart entre les intérêts et les capacités de les réaliser. C'est ça qu'il faut regarder. J'ai aussi un genre de tempérament à moi. J'ai un caractère. Alors, je peux être très lent, je peux être une queue de veau, je peux garder rancune, je peux être nerveux. Alors, il faut tenir compte de ça. Et puis aussi, au niveau des besoins, j'ai des besoins particuliers, j'ai des aspirations personnelles. Il faut tout considérer ça quand on s'étudie en face d'un choix d'une occupation. Après ça, il faut faire des compromis face aux exigences de cette occupation. Elle va demander des capacités physiques, intellectuelles. Ensuite, je dois faire des compromis encore une fois en fonction des exigences du marché du travail face à cette occupation. En résumé, là, il faut apprendre à se connaître et au besoin se faire aider. Il faut apprendre également à connaître le monde scolaire, c'est-à-dire connaître, pour ce qui est des programmes qui vont nous permettre de réaliser notre occupation, est-ce un programme de formation générale ou professionnelle, au niveau secondaire ou au niveau collégial ou au niveau universitaire. Il faut connaître également le monde des occupations, connaître enfin les différents métiers, les différentes professions et leurs exigences. Et enfin, il faut connaître les différents domaines et les secteurs de travail dans le monde du travail. Ça peut être des services, ça peut être le monde des affaires, ça peut être le monde de la construction, etc. Voici quelques questions qui pourraient faciliter
certaines approches pour choisir une occupation. Qu'est-ce que je veux faire? Première question. Autrement dit, c'est quoi que j'ai le goût de faire? C'est mes intérêts. Qu'est-ce que je peux faire? Mes habiletés, mes capacités. Quels sont les besoins que je veux satisfaire en choisissant telle occupation en particulier? Quel programme de formation dois-je choisir? Mes résultats scolaires, puisqu'il faut en tenir compte, me permettront-ils de réaliser mon choix d'orientation? Quel style de vie je veux donner à ma vie? Quel statut je veux me donner? C'est important. Où vais-je être appelé à étudier? Alors, si je choisis une technique, par exemple, au niveau collégial, je vais en prendre une très loin, là, les masses médias à Jonquière, et c'est le seul cégep dans le moment qui offre cette technique. Évidemment, ça demande de prendre un appartement. Et il faut quitter très jeune, après secondaire 5, à 16, 17 ans. Alors, si le jeune ne donne pas à ses parents suffisamment d'informations avant le 1er mars de l'année en cours, bien, ses parents vont peut-être refuser que sa fille ou son garçon s'en aille si loin. Alors, il faut avoir toutes les informations et ensuite les passer à ses parents, avant d'accuser ses parents qui ne comprennent rien. Combien ça va me coûter en argent, à moi, par mes travaux l'été, à mes parents? Des prêts et bourses au niveau du gouvernement. En fait, ça revient à mes parents au niveau des impôts et des taxes. Puis il faut également là, prévoir des difficultés, certains obstacles que je pourrais évidemment rencontrer dans la réalisation de mon projet. C'est tout à fait normal. Et ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés que tu dois en conclure que tu t'es trompé de choix. Pas du tout. Parce que dans la vie, il y aura des difficultés un petit peu tous les jours. Vous allez me dire, ben, je ne m'en sortirai jamais. Mais oui. Mais pour cela, il faut une réponse très claire aux 4 points suivants. Ce que je pense de moi. Il faut que j'aie une idée globale de ce que je suis. Pas de Pierre-Jean-Jacques, pas de ce que mon père, mon frère, mon chum pense de moi. Moi, ce que je pense de moi, c'est ça qui est important. Deuxièmement, ce qui pour moi vaut la peine d'être fait. Hein? Pourquoi je lèverais le petit doigt? C'est trouver une motivation. Ce qui me rendra heureux et heureuse. Autrement dit, ce qui va répondre à mes besoins à moi. En bien identifier ses besoins. Et en 4e lieu, ce qui me sera permis par mon milieu. Alors, je viens d'une famille, je fréquente un monde scolaire. Il y a des réalités dans ça dont il faut tenir compte. Dans le fond, là, il va falloir commencer déjà à négocier entre, d'une part, la connaissance de soi, la connaissance des occupations, tout en gardant un œil bien ouvert sur les exigences du marché du travail. C'est presque le fameux triangle des Bermudes. Là, on pourrait dire que c'est le triangle d'orientation. La personne, l'occupation et le marché du travail. Passons maintenant à quelques considérations et situations sur le marché du travail. Quelle sera mon implication dans le monde, y compris sur le marché du travail, pour que je sois content et contente de moi? C'est ça qui est important, que je sois content et contente de moi. Au 20e siècle, travailler est devenu, à bien des égards, une routine d'une froideur mécanique, dans laquelle l'être humain a de plus en plus de mal à exprimer sa propre identité. Il faut jouir à ce moment-là des temps de loisirs pour composer l'absence, pour compenser l'absence de cet aspect humain qu'on ne retrouve presque plus dans le travail.
Et le temps libre également est une belle occasion pour justement redonner encore une fois cette dimension humaine à notre travail. Globalement, là, il s'agit de se réaliser au maximum en ajoutant sa participation à la création d'un monde meilleur, et cela à tous les points de vue. C'est notre programme d'orientation. Et là, je vais dire un mot très important. La motivation. Hein, c'est comme le moteur dans une automobile. La motivation, c'est le grand déclencheur de toute initiative heureuse, et ça dans quelque domaine que ce soit. Et à plus forte raison, quand on regarde le marché du travail. La motivation, c'est une espèce de ressort qui est tendu par nos objectifs précis, par des buts pour lesquels nous désirons, dans des moments très, très déterminés de notre vie, nous prouver d'abord à nous-mêmes, dans un premier temps, ou collectivement, pour aussi créer un monde où il fera bon vivre. N'importe où sur la planète Terre, qui en fait est devenue un très grand village. Et l'organisation du travail, à travers ses différentes composantes, peut affecter, à des degrés divers, la vie individuelle et la vie familiale. Voici quelques éléments pouvant avoir un impact ou des conséquences sur la personne dans son travail. Pensons d'abord à l'horaire. Il y en a qui travaillent à temps plein, d'autres travaillent à temps partiel. Il y a des horaires fixes, il y en a qui ont des horaires flexibles. Il y a du travail partagé, il y a du travail par projet, 3, 6 mois. Il y a le travail saisonnier, il y a du travail le jour, le soir, la nuit. Il y a du travail à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a du travail debout ou sédentaire, assis. Il y a du travail dans une chaleur très grande ou dans un froid très grand également. Il y a du travail dans des régions éloignées. Et là, je pourrais en nommer bien d'autres, mais je vais arrêter là. Toutes ces réalités ont une influence sur notre personne et, si on a une famille, sur notre famille. Alors, comment ne pas se laisser envahir par toutes ces conditions du marché du travail? Hein? C'est ça la question qu'on se pose. Il faut absolument viser un équilibre entre le travail, la vie privée individuelle et la vie familiale. Et n'oublions pas que l'objectif, le but premier du travail, c'est de demeurer un moyen, je dis bien un moyen, pour arriver à vivre décemment, de façon correcte. Le travail ne doit pas être une fin en soi. Autrement dit, je travaille pour vivre, je ne vis pas seulement pour travailler. Et ce n'est pas un jeu de mots. Le travail, c'est un moyen de pouvoir répondre à nos besoins personnels et familiaux, s'il y a lieu, dans ce qu'il y a de plus essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est d'abord d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, des vêtements et des loisirs. Le travail également valorise et gratifie la personne, indépendamment du salaire. Quand nous réussissons là, à faire un travail que nous aimons, cela a des effets bénéfiques, hein, de bons effets sur l'individu et sur la famille. C'est bien sûr. Et
Le fait d'être fier, d'être heureux, heureuse du travail produit, du travail réalisé, mais ça a des résultats très positifs, encore une fois, sur l'individu et sur la famille. Malheureusement, l'inverse est aussi vrai. Dire qu'il y a un très grand pourcentage de travailleurs et de travailleuses, je n'ose pas avancer de pourcentage, mais si je m'en vais vers les 70 %, je ne pense pas me tromper beaucoup. Des gens qui, tous les matins, quand ils partent pour aller travailler, maudissent leur ouvrage. Là, il y a un problème profond. Moi, j'appelle ça des morts vivants. Il y a tout lieu, pour le moins, là, que ces gens s'interrogent, se posent des questions sur eux-mêmes et sur la façon dont ils font leur travail. C'est bien sûr que si l'ouvrage, il y en avait beaucoup, qu'on pouvait changer d'ouvrage facilement, il y en a qui devraient changer de travail. Mais comme l'ouvrage est rare, il faut donc garder celui qu'on a. Mais ce qui est en notre pouvoir, c'est en commençant à travailler sur soi, voir comment on pourrait améliorer le climat de son travail. Parce que souvent, j'ai rencontré, par les années passées, des jeunes qui, après avoir travaillé quelques années dans leur technique, dans leur occupation, m'avouaient tout candidement s'être trompés d'orientation. Et tout en jasant avec eux, je leur prouvais qu'ils n'étaient pas dans l'erreur de leur choix, mais plutôt c'était le milieu de travail dans lequel ils étaient où ça ne fonctionnait pas. Alors, c'est tout à fait différent. Puis, il arrive, à cause des coupures, du phénomène de la technologie, il arrive qu'on est tenu de changer de fonction de travail ou d'être muté dans un autre département, changer de lieu, d'endroit et même de ville ou de province. Cela a certainement une répercussion très grande. D'abord sur la santé parfois physique et mentale de la personne concernée et évidemment, automatiquement, ce malaise se ressent au niveau de la famille. Souvent même, les enfants, ils sont traumatisés devant le vide créé par l'absence temporaire, à plus ou moins long terme, soit de la mère, soit du père, et parfois des deux. Les enfants sont souvent dérangés, du moins déconcentrés dans leurs différents apprentissages de la vie et au niveau de leurs études. Et durant ma carrière d'enseignant, je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises. Ce n'est pas facile d'être déraciné, même quand on est jeune. Alors à ce moment-là, ça dérange. Si tu es responsable d'une famille monoparentale, un stress accru s'ajoute. Et c'est précisément dans ces circonstances, comme adulte responsable, que tu te dois de te réserver, ça c'est très important, un espace vital, à la fois physique et psychologique, si tu veux tenir le coup. Parce que comme étant le seul adulte responsable de ta famille, derrière toi, il n'y a plus personne. Tout repose sur tes épaules. Alors, il faut y penser. Alors, à ce moment-là, au fur et à mesure que les enfants vieillissent, le parent se doit de ne pas jouer au surhomme ou à la surfemme. Le parent se doit d'être le plus franc possible et de départager les tâches familiales. Cela pourrait devenir un point, je dirais, positif, à l'effet que les enfants, dans plusieurs familles monoparentales, vont maturer plus vite,
car ils se sentent dans le coup et très souvent, ils ne demandent pas mieux que de s'impliquer, mais à condition que les parents, ou le parent plutôt, lui en fournissent l'occasion. Si le parent joue au pompier, règle tous les problèmes, donne aucune initiative, c'est sûr que l'enfant ne maturera pas plus vite et que le parent, à un moment donné, va sûrement faire une dépression ou un burn-out. C'est bien sûr qu'il faut savoir doser les responsabilités partagées. Il faut y aller selon la capacité de compréhension et d'adaptation de chaque enfant. C'est bien clair. Si tu es seul là, pour faire face là, aux deux réalités suivantes, une perte d'emploi ou même